Ce soir-là, sous les lustres de cristal et les rires forcés, j'ai compris qu'une mère peut être chassée de la vie de son propre fils. Je m'appelle Héloïse Garnier. J'ai 79 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Mon fils s'appelle Thomas. Je l'ai élevé seul après la mort de son père, quand il avait 7 ans. J'ai tout donné. Mon temps, mes nuits, mes économies. Je voulais qu'il ne manque de rien. Et Dieu sait qu'il n'a manqué de rien. Il est devenu avocat, élégant, respecté, marié à une femme belle et froide comme le marbre, Camille. Elle souriait toujours en public, mais dans l'intimité, ses yeux me traversaient comme si je n'existais pas. Le jour du mariage, j'ai mis ma robe bleue, celle que Thomas m'avait offerte pour mes 70 ans. J'ai attaché à mon poignet le bracelet en argent de ma mère, celui que je porte dans tous les moments importants. Je voulais être digne, je voulais qu'il soit fier. Mais dès mon arrivée au château, j'ai senti le malaise. Camille m'a regardé de haut en bas. Elle a souri, un sourire qui ne remontait pas jusqu'aux yeux. Héloïse. Comme c'est charmant. Thomas était à ses côtés. Il n'a rien dit. La cérémonie a été magnifique. Les fleurs blanches, les violons, les invités en robe longue. Moi, j'étais assise au 3e rang. Pas au premier, pas près de lui. Mais j'ai pleuré quand même, parce que c'était mon fils, mon unique enfant. Puis est venu le dîner. J'étais à une table au fond de la salle, avec des cousins éloignés que je ne connaissais pas. Je cherchais Thomas du regard. Il riait, il dansait. Mais il ne venait pas me voir. Vers 22 heures, je me suis levée. J'avais besoin d'air. Je suis sortie sur la terrasse. Et là, je l'ai entendu. Elle ne peut pas rester, Thomas. Elle gâche tout. C'était Camille. Sa voix était basse, mais tranchante. Ce n'est pas le moment, Camille. Justement, c'est notre moment, pas le sien. Fais quelque chose. Mon cœur s'est serré. J'ai voulu partir, mais mes jambes ne bougeaient plus. Et puis Thomas est entré dans la salle. Il m'a vu debout près de la porte. Il a baissé les yeux. Puis, il s'est approché. Et devant tous les invités, devant mes cousins, devant les amis de son père mort, il a dit d'une voix ferme « Maman, va-t'en. Elle ne veut pas de toi ici. » Le silence s'est abattu. J'ai senti le bracelet peser à mon poignet. J'ai senti mes larmes monter. Mais je ne les ai pas laissées tomber. Je me suis contentée de hocher la tête. Et je suis partie. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là, en silence. Mon appartement était vide, trop vide. Les murs blancs. Les cadres avec les photos de Thomas enfant. Lui à 6 ans, tenant mon doigt. Lui à 15 ans, le jour de son baccalauréat. Lui à 25 ans, le jour de sa remise de diplôme en droit. Partout, son visage. Partout, mon amour. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Celui où je lisais quand il était petit. Celui où je l'attendais les soirs d'hiver quand il rentrait tard de l'université. Et j'ai pleuré. Pas des larmes bruyantes. Non, des larmes silencieuses. Celles qui coulent sans bruit, comme une pluie douce sur une vitre. Je repensais à tout. À cette maison de campagne en Normandie que mon mari et moi avions achetée avec nos économies. Une vieille bâtisse en pierre, avec des volets verts et un jardin immense. Thomas y avait passé tous ses étés. Il grimpait aux pommiers. Il courait pieds nus dans l'herbe. Il riait. Après la mort de son père, cette maison est devenue notre refuge. Nous y allions chaque été, juste lui et moi. Je lui faisais des tartes aux pommes. Nous marchions jusqu'au village. Nous parlions de tout. Maman, un jour, j'amènerai mes enfants ici. Et toi, tu leur raconteras des histoires comme tu me les racontais. Je l'ai cru. J'ai cru que nous resterions proches, que rien ne changerait, que l'amour d'un fils pour sa mère était éternel. Mais les années ont passé. Thomas a rencontré Camille à 32 ans. Elle était avocate aussi. Belle, intelligente, ambitieuse. Au début, elle était polie avec moi. Froide, mais polie. Puis, peu à peu, les visites se sont espacées. « Maman, on est débordés ce week-end. »« Maman, Camille préfère qu'on reste à Paris. »« Maman, on te rappelle. » Mais les rappels ne venaient jamais. Je me suis dit que c'était normal, qu'il construisait sa vie, qu'il avait besoin d'espace. Alors je me suis tue. Je ne voulais pas être cette mère envahissante, cette mère qui pèse, cette mère dont on se plaint. J'ai reculé. J'ai souri. J'ai dit oui à tout. Mais ce soir-là, dans ce fauteuil, j'ai compris. J'avais tout donné. Et lui, il m'avait chassée, devant tout le monde, comme si je n'avais jamais existé.
J'ai touché le bracelet à mon poignet, celui de ma mère. Elle me l'avait donné avant de mourir, en me disant « Héloïse, souviens-toi, la dignité ne se négocie jamais. » Cette nuit-là, j'ai décidé de m'en souvenir. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les premières fissures, je ne les ai pas vues tout de suite. Ou plutôt, je ne voulais pas les voir. Cela a commencé 2 ans avant le mariage. Thomas et Camille venèrent de s'installer ensemble dans un appartement du 16e arrondissement. Un grand appartement avec vue sur la Seine. Lumineux, moderne. Rien à voir avec mon petit 2 pièces du 11e. Un dimanche, je leur avais apporté un gâteau au citron. Celui que Thomas adorait quand il était enfant. J'ai sonné à la porte. Camille a ouvert. Elle portait un tailleur blanc. Impeccable. Ses cheveux relevés en chignon strict. « Héloïse, on ne vous attendait pas. » Elle ne m'a pas souri. Je sais, je passais dans le quartier. J'ai pensé que... Thomas est au téléphone. C'est un appel important. Elle n'a pas bougé. Elle bloquait l'entrée. J'ai tendu le gâteau. C'est pour vous. Pour Thomas. Elle l'a pris du bout des doigts. Comme si c'était sale. Merci, c'est gentil. Mais la prochaine fois, prévenez avant de venir. On a nos habitudes. J'ai senti mon ventre se serrer. Bien sûr. Pardon. Je suis reparti. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mes cheveux gris, mon manteau usé, mes mains ridées. Et j'ai compris. Je ne correspondais pas à leur monde. Quelques mois plus tard, Thomas m'a appelé. « Maman, on organise un dîner samedi prochain, avec des collègues de Camille. Tu veux venir ?» J'étais si heureuse. « Avec plaisir, mon chéri. » J'ai mis ma plus belle robe. J'ai fait attention à mon maquillage. J'ai même acheté une bouteille de champagne à 50 €. Mais dès mon arrivée, j'ai senti que quelque chose clochait. Les invités étaient tous jeunes, élégants, brillants. Ils parlaient de leur voyage à New York, à Tokyo, à Dubaï. Ils riaient fort. Ils buvaient du vin à 200 € la bouteille. Moi, j'étais assise au bout de la table, silencieuse. À un moment, une femme rousse s'est tournée vers moi. « Et vous, Héloïse, vous faites quoi dans la vie ?»« J'étais professeure de français, à la retraite maintenant. » Elle a souri poliment. Puis elle s'est détournée. Camille, elle, ne m'a adressé la parole qu'une seule fois. « Héloïse, vous voulez encore du vin ?»« Non merci, Tant mieux. Celui-ci coûte cher. » Elle a ri. Les autres aussi. Moi, j'ai touché mon bracelet sous la nappe. Thomas était à l'autre bout de la table. Il riait avec ses collègues. Il ne me regardait pas. À 23 heures, je me suis levée. « Je vais y aller. Merci pour cette soirée. » Personne ne m'a retenue. Thomas m'a raccompagnée jusqu'à la porte. « Merci d'être venue, maman. C'était bien. » J'ai menti. Il a embrassé ma joue. Vite, comme on embrasse une vieille tante qu'on ne reverra pas avant longtemps. Et en descendant les escaliers, j'ai compris. Je n'étais plus la bienvenue dans sa vie. Mais je ne voulais pas y croire. Alors je me suis tue, encore une fois. Après ce dîner, j'ai décidé de ne plus m'imposer. Je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas embarrasser Thomas. Alors j'ai attendu. J'ai attendu qu'il m'appelle, qu'il passe me voir, qu'il me dise qu'il pensait à moi. Mais les semaines passaient. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Rien. Alors je l'appelais moi-même, le dimanche soir, toujours à la même heure, 20 heures, comme une habitude, comme un rituel. « Allô, Thomas ?»« Oui, maman. » Sa voix était lointaine, pressée. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tout va bien ?»« Oui, oui. On est très occupés en ce moment. »« Ah, d'accord. Et Camille ? Elle va bien ? Écoute, maman, je suis en plein dossier. Je te rappelle, d'accord ?» Il ne rappelait jamais. Mais je continuais. J'appelais. Je laissais des messages. Je souriais au téléphone même si mon cœur se serrait. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je comprends. » Je comprenais trop. Un jour, j'ai reçu une invitation par courrier. Pas un appel, pas un message. Une enveloppe crème avec des lettres dorées. Camille Moreau et Thomas Garnier ont l'honneur de vous inviter à célébrer leur union. J'ai tenu l'invitation dans mes mains tremblantes. Mon fils se mariait, et il ne m'avait même pas appelé pour me l'annoncer. J'ai pleuré ce soir-là, seule dans mon appartement, avec le bracelet de ma mère serré contre mon cœur. Mais le lendemain, je me suis dit, c'est normal. Ils ont beaucoup à organiser. Il est débordé. Je trouvais toujours des excuses. Quelques semaines avant le mariage, Thomas est passé chez moi. C'était un samedi après-midi. Il n'avait pas prévenu. J'étais en train de faire du thé quand j'ai entendu la sonnette. « Maman. »« Thomas,
Entre, entre. Tu veux du thé? J'ai fait des sablés? Non merci. Je ne peux pas rester longtemps. Il est resté debout dans l'entrée, comme un visiteur. Je voulais te parler de quelque chose. Mon cœur s'est accéléré. Oui, mon chéri? Il a baissé les yeux. Pour le mariage, Camille aimerait que tu restes discrète. Discrète? Oui, c'est un grand événement. Il y aura beaucoup d'invités importants. Des collègues, des clients et... Tu sais comment elle est. Elle veut que tout soit parfait. J'ai senti mes mains trembler. Je comprends. Merci, maman. Il a embrassé mon front, rapidement, et il est parti. Je suis restée là, debout dans l'entrée. Le thé refroidissait sur la table, et j'ai compris. Il ne voulait pas que je sois là. Pas vraiment. Mais j'ai souri quand même, parce que c'était mon fils, parce que je l'aimais plus que tout, et parce que je ne savais pas encore dire non. Je me demande encore si j'aurais dû parler ce jour-là. Et vous? Auriez-vous gardé le silence? Le jour du mariage approchait. Et moi, je me préparais en silence. J'avais acheté ma robe bleue, celle que Thomas m'avait offerte. Je voulais qu'il soit fier de moi. Je voulais être belle. Discrète, mais belle. 2 semaines avant la cérémonie, je suis allée à la maison de campagne en Normandie. J'avais besoin de calme, de retrouver mes souvenirs, de me rappeler qui j'étais avant tout cela. La maison était comme toujours, silencieuse, paisible. Les volets verts, le jardin envahi par les herbes folles, les pommiers. J'ai ouvert la porte. L'odeur de bois ancien m'a enveloppée. Et là, sur la table de la cuisine, j'ai vu quelque chose. Une enveloppe, adressée à Thomas. Elle était ouverte, comme si quelqu'un l'avait lue et laissée là, par négligence. J'ai hésité. Je ne suis pas le genre de femme qui fouille. Mais mes mains ont bougé toutes seules. J'ai pris la lettre. C'était une facture, d'un notaire parisien, datée de 3 mois plus tôt. Objet, estimation de la propriété située au 14, chemin des Pommiers, Normandie. Mon sang s'est glacé. Il faisait estimer la maison. Notre maison. Celle où Thomas avait grandi. Celle où nous avions pleuré la mort de son père. Celle où il m'avait promis d'amener ses enfants un jour. J'ai relu la lettre 3 fois, comme si les mots allaient changer. Mais non, il voulait vendre. J'ai posé la lettre sur la table. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop fort. Pourquoi ne m'en avait-il pas parlé? Cette maison était à nous deux. Légalement, elle m'appartenait encore. Mais Thomas avait les clés. Il venait parfois le week-end avec Camille. Je ne disais rien. Je voulais qu'il en profite. Mais vendre? Sans même m'en parler? Je me suis assise dans le fauteuil près de la cheminée, celui où je lisais à Thomas quand il était petit. Et j'ai compris. Camille ne voulait pas de cette maison. Elle ne voulait pas de ses souvenirs. Elle ne voulait pas de moi. Et Thomas la laissait faire. J'ai pensé l'appeler, lui demander, lui dire « Pourquoi, Thomas? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais peur de sa réponse. J'ai remis la lettre à sa place. J'ai fermé la maison, et je suis rentrée à Paris. Mais quelque chose en moi avait changé. Une petite voix, tout au fond, avait commencé à murmurer « Jusqu'où vas-tu accepter, Héloïse ?» Je ne savais pas encore, mais je commençais à me poser la question. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le jour du mariage est arrivé. Je me suis réveillée tôt ce matin-là. Le soleil entrait par la fenêtre de ma chambre. Une belle journée de juin. Le ciel était bleu. Tout semblait parfait. Mais moi, je sentais un poids sur ma poitrine. J'ai pris ma robe bleue dans l'armoire. Je l'ai regardée longtemps. Elle était belle, élégante. Thomas me l'avait offerte pour mes 70 ans, lors d'un déjeuner dans un petit restaurant près des Tuileries. Il m'avait dit « Maman, tu es la femme la plus forte que je connaisse, et tu mérites d'être belle. » Ce jour-là, j'avais pleuré de joie. Aujourd'hui, en enfilant cette robe, je pleurais d'autre chose. J'ai attaché le bracelet de ma mère à mon poignet. J'ai senti le métal frais contre ma peau, et j'ai entendu sa voix, comme un écho lointain. La dignité ne se négocie jamais, Héloïse. J'ai pris mon sac, mes gants, et je suis partie. Le château était à 1 heure de Paris. Un lieu magnifique. Des pierres anciennes, des jardins à la française, des fontaines. Tout était somptueux. Quand je suis arrivée, il y avait déjà beaucoup de voitures. Des Mercedes, des BMW, des Audi noirs, toutes brillantes, toutes parfaites. Ma petite Peugeot grise faisait tache. J'ai garé la voiture un peu à l'écart. Je suis descendue. J'ai pris une grande inspiration. Tout ira bien. C'est le mariage de ton fils. Sois heureuse pour lui. Mais en entrant dans le hall, j'ai tout de suite senti l'atmosphère.
Camille était là, magnifique dans sa robe blanche, une robe de princesse. Elle souriait, saluait les invités, embrassait les joues, riait. Et puis elle m'a vue. Son sourire s'est figé. Elle s'est penchée vers Thomas. Elle a murmuré quelque chose. Thomas a tourné la tête. Il m'a vu. Il n'a pas souri. Il est venu vers moi, pas vite, comme s'il traînait les pieds. « Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Tu es magnifique. » Il portait un costume gris anthracite, impeccable. Ses cheveux bien coiffés. Il ressemblait à son père le jour de notre mariage. J'ai voulu le serrer dans mes bras, mais il s'est reculé légèrement. « Merci d'être venu. »« Bien sûr, Thomas. C'est ton mariage. » Il a hoché la tête, mal à l'aise. « Écoute, ta place est au 3e rang, près de la tante Marguerite. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Le 3e rang ? Oui, c'est mieux comme ça. » Camille a organisé les places en fonction des priorités. Des priorités. Sa mère n'était pas une priorité. D'accord, il est reparti, sans un regard en arrière. Je me suis dirigée vers la salle de cérémonie, une grande salle avec des lustres en cristal, des chaises dorées, des fleurs blanches partout. Tout était parfait. Au 1er rang, à gauche, il y avait les parents de Camille, Monsieur et Madame Moreau, élégants, souriants, fiers. Au 1er rang, à droite, il y avait personne. La place du père du marié, la place qui aurait dû être la mienne, vide. J'ai continué jusqu'au 3e rang. À côté de la tante Marguerite, une vieille dame que je connaissais à peine. Elle dormait déjà, la bouche ouverte. Je me suis assise. J'ai posé mes mains sur mes genoux. J'ai touché mon bracelet. Et j'ai regardé mon fils se marier. La cérémonie a été belle. Thomas et Camille se sont dit oui. Ils se sont embrassés. Tout le monde a applaudi. Moi aussi. J'ai applaudi. J'ai souri. J'ai pleuré. Mais personne ne m'a regardé. Après la cérémonie, il y a eu le cocktail. Dans les jardins. Du champagne, des petits fours, des rires. Je me suis approchée de Thomas. Il parlait avec des collègues, des hommes en costume, des femmes en robe de soirée. Thomas, il s'est retourné. « Oui, maman, je voulais juste te dire que j'étais fière de toi. » Il a souri. Vite, un sourire gêné. « Merci. » Puis il s'est retourné vers ses invités. J'ai attendu un moment, debout, seul, un verre de champagne à la main. Personne ne me parlait. J'ai vu Camille rire avec ses amis. J'ai vu Thomas trinquer avec ses collègues. J'ai vu les parents de Camille embrasser leur fille. Et moi, j'étais invisible. Alors je suis rentrée dans le château. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de calme. Je suis sortie sur la terrasse arrière. Il faisait doux. Le soleil commençait à descendre. Et c'est là que je les ai entendus. Camille et Thomas. Juste de l'autre côté de la porte vitrée. Elle ne peut pas rester, Thomas. Elle gâche tout. La voix de Camille était froide, tranchante. Ce n'est pas le moment, Camille. Justement, c'est notre moment, pas le sien. Regarde-la. Elle est là, debout, à attendre. C'est pathétique. Fais quelque chose. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-lui de partir. Maintenant. Il y a eu un silence. Tu es sérieuse? Très sérieuse. C'est elle ou moi? Choisis. J'ai fermé les yeux. J'ai serré mon bracelet si fort que j'ai senti le métal s'enfoncer dans ma peau. Et puis j'ai entendu Thomas soupirer. D'accord, d'accord, mon fils, mon unique enfant, venait de choisir, pas moi. Je suis restée là, immobile, incapable de bouger, incapable de respirer. Et puis Thomas est entré dans la salle. Il m'a vue debout près de la porte. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu. De la honte, mais pas assez pour dire non. Il s'est approché, lentement, comme s'il marchait vers son exécution. Et devant tous les invités, devant les collègues, devant les cousins, devant les amis de son père mort, il a dit d'une voix ferme « Maman, va-t'en, elle ne veut pas de toi ici. » Le silence s'est abattu sur la salle. J'ai senti toutes les têtes se tourner vers moi. J'ai senti tous les regards. J'ai senti la honte, la pitié, le jugement. Mais je ne me suis pas effondrée. J'ai regardé mon fils, droit dans les yeux. Et j'ai hoché la tête. D'accord. Ma voix était calme, posée, digne. J'ai pris mon sac. J'ai ajusté mon bracelet. J'ai relevé la tête. Et je suis partie. Sans un mot. Sans un cri. Sans une larme. Dehors, le soleil brillait encore. Les oiseaux chantaient. Le monde continuait. Mais moi,
Quelque chose en moi venait de se briser, définitivement. Je suis rentré chez moi cette nuit-là dans un état second. Mes mains tremblaient sur le volant. La route défilait devant moi, mais je ne la voyais pas vraiment. Je conduisais par automatisme, comme un fantôme. Les phares des autres voitures m'éblouissaient, les feux rouges, les panneaux. Tout était flou. Je me suis garé devant mon immeuble. J'ai coupé le moteur, et je suis restée là, assise dans le noir, incapable de bouger. « Va-t'en, elle ne veut pas de toi ici. » Ces mots résonnèrent dans ma tête, encore et encore, comme une boucle infernale. Mon fils m'avait chassé, devant tout le monde, devant ses amis, ses collègues, sa nouvelle famille. Il m'avait effacé, comme si je n'avais jamais existé. J'ai fini par sortir de la voiture. J'ai monté les escaliers lentement. Chaque marche pesait une tonne. J'ai ouvert la porte de mon appartement. L'odeur familière m'a accueilli. Le parfum de lavande que je mets toujours dans l'entrée. Le bois ciré. Le silence. J'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures, et je me suis effondrée sur le canapé. Là, enfin, j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses. Non, des sanglots profonds, ceux qui viennent du ventre, ceux qui font mal, ceux qu'on retient depuis trop longtemps. J'ai pleuré pour toutes ces années où je me suis effacée, pour tous ces moments où j'ai dit oui alors que je voulais dire non, pour toutes ces fois où j'ai accepté d'être traitée comme une étrangère dans la vie de mon propre fils. J'ai pleuré pour cette femme que j'avais été, forte, fière, digne, et que j'avais laissée disparaître. J'ai dû m'endormir sur le canapé, parce que quand je me suis réveillée, il faisait jour. La lumière entrait par la fenêtre, crue, impitoyable. Mon téléphone vibrait sur la table basse. Un message de Thomas. « Maman, j'espère que tu es bien rentrée. On parle bientôt. » J'ai fixé l'écran longtemps. « On parle bientôt. » Pas. « Pardon. » Pas. « Je suis désolée. » Pas. « J'ai eu tort. » Non. « On parle bientôt. » Comme si rien ne s'était passé. Comme si tout était normal. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas répondu à mon fils. Les jours suivants ont été étranges. Je me levais. Je faisais du thé. Je regardais par la fenêtre, je ne pleurais plus, je ne ressentais plus rien, juste un vide immense. Thomas m'a envoyé 2 autres messages. « Maman, tu ne réponds pas ? Maman, j'aimerais qu'on se parle. » Je les lisais, mais je ne répondais pas. Qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Et puis, 1 semaine après le mariage, mon téléphone a sonné. C'était lui. J'ai hésité. Ma main tremblait au-dessus de l'écran. Puis, j'ai décroché. « Allô ?» Ma voix était froide. Je ne la reconnaissais pas. « Maman !» Enfin, tu ne répondais plus. J'étais inquiet. Inquiet. Oui. Écoute, je sais que le mariage a été compliqué. Mais tu comprends. Camille, elle était stressée. C'était un grand jour. Elle voulait que tout soit parfait. J'ai serré le téléphone contre mon oreille. « Et moi ? Thomas ? Quoi, toi ? Est-ce que tu as pensé à moi, ne serait-ce qu'1 seconde ?» Il y a eu un silence. « Maman ? Ne dramatise pas. Ne dramatise pas ?» Ma voix tremblait maintenant. « Tu m'as chassé, Thomas, devant tout le monde. Tu m'as humilié. » Je ne t'ai pas humilié. J'ai géré une situation difficile. Une situation difficile, je suis ta mère. Justement, tu es ma mère, pas ma femme. Camille est ma priorité maintenant. Tu devrais comprendre ça. J'ai senti quelque chose se briser en moi, définitivement. Je comprends très bien, Thomas. Tant mieux. Bon, écoute, je t'appelle parce que on rentre de notre voyage de noces dans 3 jours, et on aimerait passer le week-end à la maison de campagne. Tu peux me donner les clés ? J'ai cru avoir mal entendu. Pardon ? Les clés de la maison. On veut se reposer un peu avant de reprendre le travail. Il parlait comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Tu veux les clés ? Oui, s'il te plaît. On partira vendredi soir. J'ai fermé les yeux. J'ai vu la maison, les volets verts, les pommiers, les souvenirs. J'ai vu Thomas enfant courir dans le jardin. J'ai vu mon mari planter les rosiers devant la porte. J'ai vu toutes ces années où j'avais cru que cette maison serait notre lien pour toujours. Et j'ai vu la facture du notaire, l'estimation, la trahison. « Maman, tu es là ?» J'ai ouvert les yeux. « Oui, je suis là. » « Alors, les clés ?» J'ai respiré profondément. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose en moi se redresser. Une force, une clarté, une décision. Non, non ? Comment ça, non ? Non, Thomas, tu n'auras pas les clés. Maman, arrête tes enfantillages.
C'est juste pour un week-end. Ce n'est pas un enfantillage. C'est une décision. Sa voix a changé. Elle est devenue dure. Maman, cette maison est aussi à moi. Papa me l'a laissée. Cette maison est à moi, Thomas. Légalement. Ton père me l'a léguée, à moi. Tu as les clés parce que je te les ai données. Par amour, par confiance. Mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant que tu me chasses de ta vie. Il a hésité. Puis il a repris, plus agressif. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Maman, sois raisonnable. On a besoin de cette maison. Besoin ou envie de la vendre? Silence. Un long silence. Comment tu? J'ai vu la facture du notaire, Thomas. J'ai vu l'estimation. Vous voulez vendre, sans même m'en parler. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. On réfléchit, c'est tout. On a besoin d'argent pour acheter un plus grand appartement. Pour quand on aura des enfants. Des enfants. Ma voix était devenue un murmure. Oui. Tu ne veux pas être grand-mère? Il utilisait ça. Il utilisait ce rêve contre moi. Bien sûr que je veux. Mais pas comme ça. Pas en vendant nos souvenirs. Pas en effaçant ton père. Pas en m'effaçant moi. Maman, tu es égoïste. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Égoïste? Oui. Tu penses qu'à toi. À tes souvenirs. À ton passé. Mais moi, j'ai une vie. J'ai une femme. J'ai des projets. Et tu me retiens. J'ai senti les larmes monter. Mais je les ai retenues. Je ne te retiens pas, Thomas. Je te libère. Vis ta vie. Avec Camille. Avec tes projets. Mais sans moi. Et sans cette maison. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Et je le fais. Je viendrai chercher les clés moi-même. Elles ne seront plus là. Je vais changer les serrures. Maman, au revoir, Thomas. Et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose d'autre, de la dignité. J'ai regardé le bracelet à mon poignet, le bracelet de ma mère. La dignité ne se négocie jamais. Non, maman, tu avais raison. Elle ne se négocie jamais. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le canapé, le téléphone dans la main. Mon cœur battait encore trop fort, mes mains tremblaient. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Je venais de dire non. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non à mon fils. Et étrangement, je ne ressentais pas de culpabilité, pas de regret, juste une immense fatigue et une clarté nouvelle. J'ai regardé autour de moi, mon petit appartement, les murs blancs, les cadres avec les photos de Thomas, partout son visage, partout mon amour. Mais maintenant, ces photos me faisaient mal. Je me suis levée, j'ai pris le premier cadre. Thomas a 6 ans, souriant, tenant mon doigt. Je l'ai retourné, face contre le mur. Puis le deuxième. Thomas a 15 ans, le jour de son baccalauréat, face contre le mur. Puis le troisième, le quatrième, le cinquième. Je ne les ai pas jetés. Non, je n'aurais jamais pu, mais je ne voulais plus les voir. Plus maintenant. J'avais besoin de me retrouver, de retrouver qui j'étais avant d'être la mère de Thomas. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je suis allée voir un serrurier. « Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais changer toutes les serrures de ma maison de campagne. » « Toutes? Oui. La porte d'entrée, la porte de derrière, le portail. Tout. C'est possible. Quand voulez-vous que je vienne? Aujourd'hui. » Le serrurier a haussé les sourcils. « Aujourd'hui? C'est urgent? » « Oui, très urgent. » Il a regardé son agenda. « Je peux être là à 15 heures. » « Parfait. » J'ai conduit jusqu'en Normandie. 1 heure de route. Le ciel était gris. Il allait pleuvoir. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai senti mon cœur se serrer. Les volets verts, le jardin, les pommiers. Tout était comme dans mon souvenir. Cette maison, c'était mon refuge, mon passé, mon bonheur. Mais c'était aussi ma prison, parce que j'avais tout donné. Et maintenant, on voulait me la prendre. J'ai ouvert la porte. L'odeur de bois ancien m'a enveloppée. J'ai posé mon sac sur la table de la cuisine. Et j'ai attendu le serrurier. Il est arrivé à l'heure. Un homme d'une 50aine d'années. Souriant. Efficace. « Alors, madame, quel est le problème? » « Pas de problème. Je veux juste recommencer à neuf. » Il a hoché la tête, sans poser de questions. Il a travaillé pendant 3 heures, changé toutes les serrures, installé de nouvelles clés. Quand il est parti, j'ai fermé la porte à clé et j'ai senti quelque chose de nouveau.
de la sécurité. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité. Le soir même, Thomas a rappelé. Encore et encore. 10 appels, 15, 20. Je n'ai pas décroché. Puis il a envoyé des messages. Maman, réponds. Maman, arrête tes bêtises. Maman, je viens chercher les clés demain. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Je lisais, mais je ne répondais pas. Et puis, le lendemain, il est venu. J'étais à la maison de campagne. J'avais décidé de rester quelques jours, pour réfléchir, pour respirer. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers, quand j'ai entendu une voiture. Je me suis retournée. C'était lui. Thomas est sorti de la voiture. Il portait un jean et un pull noir. Ses cheveux étaient en désordre. Il avait l'air fatigué, en colère. « Maman, Thomas, qu'est-ce que tu fais ? Je m'occupe du jardin. Ce n'est pas ce que je veux dire. Pourquoi tu ne réponds plus au téléphone ? Pourquoi tu refuses de me donner les clés ? J'ai posé mon sécateur. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. Parce que je n'ai plus envie, Thomas. Plus envie de quoi ? De tout donner, de tout accepter, d'être traité comme si je ne comptais pas. » Il a secoué la tête. « Tu exagères. »« Non, je ne crois pas. » Il s'est approché. Son visage était tendu. « Maman, écoute-moi. Je suis désolée pour le mariage, d'accord ? Je suis désolée. Mais Camille était nerveuse. Elle voulait que tout soit parfait. Et moi ? Est-ce que j'ai compté ? Ne serait-ce qu'une seconde ? » Il a baissé les yeux. « Bien sûr que tu comptes. Vraiment ? Alors pourquoi tu ne m'as pas défendu ? Pourquoi tu m'as chassé ? Je ne t'ai pas chassé. Je t'ai demandé de partir. C'est la même chose, Thomas. » Il a serré les poings. « Bon, d'accord. J'ai eu tort. Mais maintenant, arrête cette comédie. Donne-moi les clés. On a besoin de cette maison. » « Non. Maman. »« Non, Thomas. Cette maison est à moi. Ton père me l'a laissée. À moi. Pas à toi. Pas à Camille. C'est ridicule. Papa voulait que je l'aie aussi. Ton père voulait que tu la respectes. Que tu respectes nos souvenirs. Que tu respectes moi. » Il a ri. Un rire amer. « Nos souvenirs. Toujours nos souvenirs. Et mes projets à moi ? Mon avenir ? Ton avenir ne dépend pas de cette maison, Thomas. Si, on a besoin d'argent. On veut acheter un appartement plus grand. On veut fonder une famille. Alors travaille. Économise. Construis ta vie. Mais pas sur mes ruines. » Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. « Tu es devenu égoïste. » Ce mot. Encore. Égoïste. Parce que je refuse de tout donner. Parce que je refuse de disparaître. Oui, parce que tu penses qu'à toi, à ton passé, à tes souvenirs. Mais moi, j'ai une vie. Et moi, Thomas, est-ce que j'ai une vie ? Il n'a rien dit. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. Pendant des années, je me suis effacée. J'ai accepté tes silences, tes oublis, tes humiliations, parce que je t'aimais, parce que tu étais mon fils. Mais maintenant, je comprends. Tu ne m'aimes pas, Thomas. Tu me tolères. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et tu sais quoi ? Je ne t'en veux pas. Vraiment. Tu as fait ton choix. Tu as choisi Camille. Tu as choisi ta nouvelle vie. Et c'est ton droit. Mais moi aussi, j'ai le droit de choisir. Choisir quoi ? Ma dignité. Il a reculé d'un pas, comme si je l'avais frappé. Alors c'est ça ? Tu me punis ? Non, je me protège. Il a secoué la tête. Il avait les larmes aux yeux maintenant. Maman, s'il te plaît. Pour la première fois, sa voix tremblait. S'il te plaît quoi, Thomas ? Donne-moi les clés. On en a vraiment besoin. J'ai regardé mon fils. Cet homme de 35 ans qui pleurait devant moi. Cet homme que j'avais élevé seul. Cet homme que j'aimais plus que tout. Et j'ai compris. Il ne changerait pas. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais moi, je pouvais changer. Non, Thomas. Maman, j'ai changé les serrures. Les clés que tu as ne fonctionnent plus. Son visage s'est décomposé. Tu as fait quoi ? J'ai changé les serrures. Cette maison est à moi. Et elle le restera. Tu n'as pas le droit. Si, j'ai tous les droits. C'est ma maison. Il s'est approché. Ses yeux brillaient de colère. Je vais voir un avocat. Fais-le. Tu es avocat toi-même. Tu sais que légalement, cette maison m'appartient. Il a serré les mâchoires. Tu vas le regretter. Peut-être. Mais au moins, j'aurais gardé ma dignité. Il est resté là, immobile, tremblant de rage. Puis il s'est retourné. Il est monté dans sa voiture. Et il est parti. Sans un regard en arrière. Je suis resté debout dans le jardin. Le vent faisait bouger les branches des pommiers. Le ciel était gris.
Il allait pleuvoir, et j'ai pleuré, mais pas de tristesse, de soulagement. Les jours suivants ont été difficiles. Thomas a continué à m'envoyer des messages, d'abord en colère, puis suppliant, puis menaçant. « Maman, réfléchis. Maman, tu fais une erreur. Maman, Camille est enceinte. On a vraiment besoin de cette maison. » Ce dernier message m'a frappé comme une gifle. Enceinte, j'allais être grand-mère, et je ne savais même pas si je verrais cet enfant. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé par la fenêtre, les pommiers, le jardin, le ciel, et j'ai pris une décision. J'ai écrit une lettre, une longue lettre, à la main, sur du papier crème. « Mon cher Thomas, je t'écris parce que je ne peux plus parler. Les mots, au téléphone, se perdent. Ils blessent, ils créent des malentendus. Je veux que tu saches que je t'aime, que je t'aimerai toujours. Tu es mon fils, mon unique enfant. Rien ne changera jamais cela. Mais je ne peux plus accepter d'être traité comme si je n'existais pas. Je ne peux plus accepter d'être humilié, d'être effacé. Cette maison, c'est tout ce qui me reste de ton père, de nous, de notre famille. Je ne peux pas la vendre, je ne peux pas la donner. Parce que si je le fais, je perds tout. Tu me dis que je suis égoïste. Peut-être as-tu raison. Mais parfois, il faut être égoïste pour survivre. Je te souhaite tout le bonheur du monde. À toi, à Camille, à cet enfant qui va naître. Mais je ne serai pas là, pas tant que tu ne m'auras pas regardé, vraiment regardé. Pas comme une obligation, pas comme un fardeau, mais comme ta mère. Le jour où tu comprendras, tu sauras où me trouver. Je t'aime. Maman, j'ai plié la lettre, je l'ai mise dans une enveloppe, j'ai écrit son adresse, et je l'ai postée. Puis je suis rentrée chez moi, à Paris, dans mon petit appartement. J'ai regardé les cadres retournés, les photos cachées, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Parce que j'avais fait quelque chose pour moi, parce que j'avais choisi ma dignité, et parce que, au fond de moi, je savais. Le temps ferait son œuvre. La vie, toujours, finit par rendre ce qu'on lui donne. 3 mois ont passé. 3 mois de silence. Thomas ne m'a plus appelé, plus écrit, plus rien. Au début, c'était difficile. Je regardais mon téléphone 10 fois par jour. J'espérais un message, un signe, n'importe quoi. Mais rien ne venait. Alors j'ai appris à vivre autrement. Je suis retournée à la maison de campagne, souvent, presque tous les week-ends. Je taillais les rosiers, je marchais dans le jardin, je lisais sur la terrasse. J'ai même invité des amis. Des femmes de mon âge que je n'avais pas vues depuis des années. Nous prenions le thé, nous parlions, nous rions. Et petit à petit, j'ai recommencé à respirer. Mais Thomas me manquait. Mon petit garçon me manquait, même si je savais qu'il n'était plus ce petit garçon depuis longtemps. Un après-midi de novembre, j'étais à Paris, dans un café près de chez moi. Je lisais un livre, je buvais un thé. Et puis j'ai entendu une voix que je connaissais. « Héloïse ?» J'ai levé les yeux. C'était Marguerite, la tante de Thomas, la sœur de mon mari. Marguerite, mon Dieu, ça fait si longtemps. Elle s'est assise en face de moi. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille que dans mon souvenir. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien. Et toi ?» Elle a hésité. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tu ne répondais pas. « Oh, pardon. J'avais besoin de temps. » Elle a hoché la tête. Elle comprenait. Je sais ce qui s'est passé au mariage. Mon cœur s'est serré. « Ah, tout le monde le sait, Héloïse. Thomas a fait une erreur, une terrible erreur. C'est le passé, Marguerite. » « Non, ce n'est pas le passé. Parce que... » Elle s'est interrompue. Elle cherchait ses mots. « Parce que quoi ? Parce que Thomas ne va pas bien. » J'ai senti mon ventre se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Il a des problèmes. Avec Camille. Quel genre de problème ? Marguerite a baissé la voix. Elle est partie, Héloïse. Partie ? Oui, il y a 2 semaines. Elle a fait ses valises. Et elle est partie. Je suis restée bouche bée. Mais pourquoi ? Elle est enceinte, non ? Marguerite a secoué la tête tristement. Elle a perdu le bébé, 1 mois après le mariage. Et après ça, tout s'est effondré. Mon Dieu, Thomas était dévasté. Il voulait ce bébé plus que tout. Et Camille aussi. Mais après la fausse couche, elle a changé. Elle est devenue froide, distante. Et maintenant ? Maintenant, elle est partie. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait plus supporter la pression, qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle voulait divorcer. Divorcer ? Mais ils viennent de se marier ? Je sais. Mais apparemment, elle avait rencontré quelqu'un d'autre, un collègue, plus jeune, plus ambitieux. J'ai senti mon cœur se serrer. Pas de joie,
Pas de satisfaction, juste de la tristesse. Pour mon fils. Et Thomas, comment va-t-il? Marguerite a soupiré. Mal. Très mal. Il ne dort plus. Il ne mange plus. Il a perdu du poids. Il travaille comme un fou pour ne pas penser. Mais tu le connais. Il ne parle à personne. Il t'a parlé à toi? Un peu. Il m'a dit qu'il avait tout gâché, qu'il avait fait des erreurs, qu'il regrettait. Des erreurs? Marguerite m'a regardé dans les yeux. Il regrette ce qu'il t'a fait, Héloïse. J'ai détourné le regard. Les larmes montaient. C'est trop tard, Marguerite. Non. Ce n'est jamais trop tard. Tu es sa mère. Je sais. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus me laisser traiter comme ça. Je comprends. Mais réfléchis, s'il te plaît. Elle a posé sa main sur la mienne. Thomas a besoin de toi, même s'il ne le dit pas, même s'il ne sait pas comment te le dire. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Marguerite est partie peu après. Et moi, je suis restée assise dans ce café. Longtemps, trop longtemps. Je pensais à Thomas, à Camille, à cette vie qu'ils avaient voulu construire et qui s'était effondrée. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel, d'un numéro que je ne connaissais pas. « Allô? Madame Garnier? Oui, je suis docteur Laurent, de l'hôpital Saint-Louis. » Mon sang s'est glacé. « Oui, votre fils, Thomas Garnier, a été admis ce matin. Il a fait un malaise dans son bureau. Rien de grave, rassurez-vous, mais il est épuisé, en surmenage. Nous aimerions qu'il reste quelques jours en observation. »« Je viens. Il a demandé à ne voir personne. » »« Pardon ? » »« Il a été très clair. Il ne veut recevoir aucune visite. » J'ai senti mes jambes trembler. « Même moi ? » »« Il n'a donné aucun nom, madame. Je suis désolée. Mais légalement, nous devons respecter sa volonté. » »« Je comprends. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un message. Nous le lui transmettrons. »« Non, ce n'est pas nécessaire. »« Très bien. Bonne journée, madame. »« Merci. » J'ai raccroché. Et je me suis effondrée sur le canapé. Mon fils était à l'hôpital, seul, épuisé, brisé, et il ne voulait pas me voir. J'ai pleuré, longtemps, comme je n'avais pas pleuré depuis des mois. Mais au fond de moi, je savais. C'était la vie qui rendait ce qu'on lui donne. Thomas avait choisi Camille. Il avait choisi de me chasser, de m'humilier, de m'oublier. Et maintenant, Camille l'avait quitté. Et il se retrouvait seul. Je ne me réjouissais pas de sa souffrance. Non, jamais. Mais je comprenais. La vie a ses lois, ses équilibres, ses justices silencieuses. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, pas de Thomas, de Camille. J'ai été surprise, choquée même. J'ai ouvert l'enveloppe. Ma main tremblait. « Madame Garnier, je sais que vous ne m'aimez pas, et je comprends pourquoi. Je vous écris parce que je pense que vous méritez de savoir la vérité. Thomas et moi, c'est fini. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me comprend, qui me respecte. Thomas est un homme bien. Mais il est faible. Il ne sait pas dire non. Il ne sait pas se défendre. Il ne sait pas choisir. Le jour du mariage, je lui ai demandé de vous renvoyer. Je pensais que vous étiez un poids, que vous l'empêchiez d'avancer. Et il m'a écouté. Mais après, j'ai compris. Ce n'était pas vous le problème. C'était lui. Il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas ce qu'il voulait. Et maintenant, il est seul. Parce qu'il a tout perdu. Vous, moi, le bébé. Je ne vous demande pas de lui pardonner. Je ne vous demande rien. Je voulais juste que vous sachiez. Il m'avait traité de folle un jour, quand je lui ai dit que vous le manipuliez. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Camille. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur la table, et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris. Il pleuvait. Mais moi, je me sentais étrangement calme. Camille avait raison. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Thomas avait choisi de me blesser, de m'humilier, de m'oublier. Et maintenant, il se retrouvait seul, brisé, perdu. Je ne me réjouissais pas, mais je comprenais. Le karma fait son œuvre, toujours, en silence. Et moi, j'avais gardé ma dignité. 6 mois ont passé depuis cette lettre. 6 mois pendant lesquels j'ai vécu ma vie. Simplement, tranquillement. Je suis retournée à la maison de campagne. J'ai passé des semaines entières là-bas. À jardiner, à lire, à marcher dans la campagne normande. J'ai retrouvé des amis que j'avais négligés. Nous avons pris le thé ensemble. Nous avons parlé de nos vies, de nos enfants, de nos erreurs. Et j'ai appris quelque chose d'important. Je n'étais pas seule.
Beaucoup de femmes de mon âge avaient vécu la même chose. Des fils qui s'éloignent, des belles filles qui rejettent, des petits-enfants qu'on ne voit jamais. Nous étions nombreuses, silencieuses, dignes, mais vivantes. Et c'était déjà beaucoup. Un matin de mai, j'étais dans le jardin de la maison de campagne. Le soleil brillait, les pommiers étaient en fleurs, l'air sentait le printemps. Je taillais les rosiers quand j'ai entendu une voiture. Je me suis retournée. Mon cœur s'est arrêté. C'était Thomas. Il est sorti de la voiture lentement, comme s'il avait peur, comme s'il hésitait. Il avait maigri, beaucoup. Ses cheveux étaient plus gris, son visage creusé, ses yeux cernés. Il portait un jean délavé et un pull trop grand pour lui. Il ressemblait à un enfant perdu. « Maman !» Sa voix tremblait. Je suis restée immobile, le sécateur dans la main, le cœur battant. « Thomas, je peux te parler ?» J'ai hésité, longtemps. Puis j'ai posé mon sécateur. « Oui ?» Il s'est approché, lentement, comme s'il marchait sur un fil. « Comment tu as su que j'étais là ?»« Tante Marguerite, elle m'a dit que tu venais souvent ici. »« Ah !» Il a baissé les yeux. « Ah, je ne sais pas par où commencer. »« Alors ne commence pas. » Il a relevé la tête, surpris. « Quoi ? Ne commence pas par des excuses. Pas maintenant. Assieds-toi. » J'ai désigné le banc sous le pommier, celui où son père et moi nous asseyions autrefois. Thomas s'est assis. Je me suis assise à côté de lui. Nous sommes restés silencieux un long moment. Le vent faisait bouger les branches. Les oiseaux chantaient. Tout était paisible. J'ai tout gâché, maman. Sa voix était brisée. Oui, il a tourné la tête vers moi. Les larmes coulaient sur ses joues. Tu ne vas pas me dire le contraire? Me rassurer? Non, tu as tout gâché. Et tu le sais? Il a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. Je suis désolée. Tellement désolée. Pourquoi tu es venu, Thomas? Parce que j'ai tout perdu. Camille, le bébé, mon travail. Ton travail? Oui, j'ai démissionné. Je ne pouvais plus. Je faisais des crises d'angoisse. Je ne dormais plus. Je n'arrivais plus à vivre. Et maintenant? Maintenant, je suis perdue. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus ce que je veux. Et tu es venu chercher quoi ici? Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Ton pardon. J'ai respiré profondément. Mon pardon. Oui, je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été horrible. Mais j'ai besoin de toi, maman. Tu as besoin de moi maintenant. Parce que tu n'as plus personne. Il a tressailli. C'est cruel. C'est la vérité. Tu ne m'aimes plus? J'ai touché le bracelet à mon poignet. Celui de ma mère. Je t'aime, Thomas. Je t'aimerai toujours. Tu es mon fils. Rien ne changera jamais cela. Alors, tu me pardonnes? Non. Il a reculé. Comme si je l'avais giflé. Non? Pas encore. Mais, Thomas, écoute-moi bien. Je me suis tournée vers lui. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu m'as chassé de ta vie. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu m'as traité comme si je n'existais pas, comme si je n'avais jamais compté. Je sais, et Laisse-moi finir. Il s'est tu. Pendant des années, je me suis effacée. J'ai accepté tes silences, tes oublis, tes humiliations, parce que je t'aimais, parce que tu étais mon fils. Mais maintenant, je comprends. L'amour ne suffit pas. Il faut aussi du respect, de la dignité, de la reconnaissance. Tu as raison. Tu viens me voir aujourd'hui parce que tu as tout perdu. Mais moi, Thomas, j'ai tout perdu il y a longtemps. Le jour où tu m'as chassé. Le jour où tu as choisi Camille plutôt que moi. Le jour où tu as voulu vendre cette maison. Je ne voulais pas. Si, tu voulais, et tu l'as fait. Il a pleuré, en silence, comme un enfant. Qu'est-ce que je peux faire, maman? Dis-moi, je ferai tout. Tu ne peux rien faire, pas maintenant. Alors quoi? Tu dois apprendre. Apprendre à te connaître, apprendre à te respecter, apprendre à respecter les autres. Et un jour, peut-être, tu comprendras ce que j'ai vécu. Et toi, tu vas m'abandonner? Non, je ne t'abandonne pas, mais je ne reviens pas non plus. Pas comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis là, que je serai toujours là, mais que je ne me laisserai plus jamais traiter comme tu m'as traité. Il a hoché la tête. Les larmes coulaient toujours. Je comprends. Bien. Nous sommes restés assis en silence, longtemps. Puis Thomas a dit, d'une voix tremblante, « Est-ce que je peux revenir, de temps en temps, ici ?» J'ai regardé la maison, les volets verts, le jardin, les pommiers. « Oui, tu peux revenir, mais pas comme un propriétaire,
comme un invité. D'accord. Et seulement si tu me respectes, si tu me regardes vraiment, si tu me vois. Je te vois, maman. Maintenant, je te vois. Alors, reviens, quand tu seras prêt. Il s'est levé, je me suis levée aussi. Il a voulu me serrer dans ses bras, mais je me suis reculée légèrement. Pas encore, Thomas. Il a hoché la tête. Il comprenait. Merci, maman. De rien. Il est remonté dans sa voiture. Il m'a regardé une dernière fois. Puis il est parti. Je suis restée debout dans le jardin. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et j'ai souri, parce que j'avais gardé ma dignité, parce que j'avais dit non, parce que j'avais choisi de me respecter. Aujourd'hui, j'ai 79 ans. Thomas revient de temps en temps. Pas souvent. Une fois par mois peut-être. Nous prenons le thé ensemble. Nous parlons. Nous marchons dans le jardin. Il apprend. Lentement. Difficilement. Mais il apprend. Il a recommencé à travailler. Dans un cabinet plus petit, plus humain. Il est seul encore. Camille ne reviendra pas. Et je crois qu'il l'a compris. Mais il avance. Et moi aussi. Je ne vis plus pour lui. Je vis pour moi. J'ai retrouvé mes amis, mes passions, ma liberté. Je vais au théâtre. Je lis. Je voyage. Pas loin. Juste en Normandie, en Bretagne. Mais je voyage. Et je suis heureuse. Pas d'un bonheur éclatant. Non. D'un bonheur tranquille, digne, profond. Le bracelet de ma mère est toujours à mon poignet. Je le touche souvent. Et j'entends sa voix. La dignité ne se négocie jamais, Héloïse. Non, maman. Jamais. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si vous êtes mère, belle-mère, grand-mère, et que vous vous sentez invisible, écoutez-moi bien. Vous avez de la valeur, vous avez de la dignité, vous avez le droit de dire non. Ne vous effacez pas, ne vous sacrifiez pas, ne disparaissez pas, parce que la vie est courte, et vous méritez d'être heureuse. Et si vos enfants ne vous respectent pas, rappelez-leur, ou partez. Parce que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est juste de la souffrance, et vous méritez mieux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.